Bonjour à tous. Alors, contrairement à Joachim Menand, les choses ont mal tourné pour moi quand j'avais 20 ans. Et donc, c'est en égyptologue que je me présente face à vous. Mais j'ai répondu bien volontiers en voisin à l'invitation des organisateurs du colloque d'éclairer quelque peu Oppert et la syriologie de son temps à travers le regard qui porta un égyptologue contemporain, le célèbre Gaston Maspero, donc qui est très connu, évidemment, au-delà même de l'égyptologie. Et je vous recommande évidemment dès à présent la biographie de cet égyptologue rédigée par Elisabeth David en 1999, qui vous en apprendra beaucoup plus que je ne peux le faire aujourd'hui dans cette communication. Dans le dernier quart du XIXe siècle et les premières années du XXe siècle, donc c'est les destins de ces deux grandes figures, donc de l'égyptologie et de la syriologie française, vont régulièrement se croiser, et il est certainement intéressant de s'y pencher du point de vue de l'historiographie des disciplines, voire même de l'histoire du fonctionnement des institutions scientifiques et de la vie intellectuelle de cette période. L'un des traits les plus saillants du tableau qui s'en dégage, on le verra, est certainement la proximité intellectuelle qui existait entre ces pionniers de l'égyptologie et de la syriologie, très informés chacun des deux domaines, et qui en tirèrent avantage pour la compréhension des données si nouvelles qu'ils devaient tous deux appréhender dans leurs disciplines respectives. Alors pour commencer ce parcours croisé, je voudrais partir de la notice nécrologique que Gaston Maspero rédigea en 1905 pour le journal des débats, à propos de Jules Oppert, donc, qui venait de décéder. Maspero y livre un exposé factuel et circonstancié de la vie et de la carrière d'Oppert et une description de son apport scientifique. L'œuvre et l'héritage scientifique du père fondateur de la syriologie est évoqué avec le style si caractéristique de Gaston Maspero qui rappelle souvent Victor Hugo, dont on sait par ailleurs qu'il connaissait des morceaux étendus de ses œuvres comme La légende des siècles. J'en citerai quelques extraits. Il vient d'évoquer les honneurs qu'a reçus Oppert. Il justifia tout ce qu'on fit pour lui par son activité et par l'importance de ses découvertes. Lorsqu'après 50 ans passés, on reprend cette partie de son œuvre, on ne sait ce qu'on doit y admirer le plus, l'immensité et la continuité de l'effort ou la sûreté des résultats. La veille, l'historien qui s'aventurait aux régions de l'Euphrate n'y trouvait que des dynasties sans consistance et des personnages au nom baroque, héros de légendes plus baroques encore que leur nom. Vers la fin seulement, quelques figures de conquérants, Tiglath-Phalazar, Assaradon, Sénachérib, Nabuchodonosor, sortaient de l'ombre un moment et se détachaient en vigueur sur le fond des chroniques hébraïques. Et voici soudain que ces fantômes nuageux prenaient un corps. De tous les tombeaux, de toutes les ruines de villes, de tous les musées, ils jaillissaient en masse, les uns douteux encore et comme mal assurés de vivre, les autres intacts et complets avec la série détaillée de leurs annales et l'inventaire de leurs actions d'éclat ou de leur construction. C'était l'assaut redouté des prophètes d'Israël et ses souverains sans cesse en lutte contre tous les peuples de l'Asie occidentale. C'était la Babylonie primitive, le pays riverain du golfe Persique, avec ses cités oubliées de tous, Our, Erech, Larsam, Lagash. C'était ces époques d'incubation lente où les peuples qui formèrent plus tard la population de la Chaldée étaient à demi barbares et travaillaient péniblement à constituer les systèmes divers des écritures cunéiformes. Ensuite, Maspero va évoquer la méthode d'Oppert, ses mémoires historiques libres de fatras philologiques, et il termine par son rôle dans la formation de la discipline. Rarement science, je cite, se forma plus vite et de façon plus sûre que la syriologie dans ce milieu du XIXe siècle. Quand Oppert se voit à elle en 1848, elle n'était qu'un germe indécis et dont on eût su dire qu'il était destiné à se développer ou bien à avorter misérablement. 20 ans plus tard, c'était une doctrine vigoureuse déjà et munie de tous les organes nécessaires à son entier épanouissement. Difficile de faire plus vibrant hommage à Oppert que cette évocation d'une civilisation qui émerge de l'inconnu ou du mal connu,
en même temps que les outils nouveaux d'une discipline qui sont construits par l'historien. Il apparaît évidemment aussi en filigrane une conception de la recherche sur l'Orient ancien qui est celle de Maspero. Alors, s'agissant de la vie d'Hopper, il en est suffisamment question lors de ce colloque et de l'exposition qui lui est consacrée pour que je n'ai pas à la rappeler en détail. Je note quand même quelques similitudes entre les destinées d'Hopper et de Maspero. D'abord, comme le rappelle Maspero, il en a été largement question, Hopper est d'origine étrangère, né à Hambourg en 1825. Il a dû quitter l'Allemagne et fut naturalisé en mai 1856 pour service rendu à la nation par ses travaux scientifiques. Maspero, finalement, eut un parcours relativement proche, bien qu'il fût né en France. Il était de naissance italienne. Et en 1870, après avoir décliné l'offre de devenir directeur du musée de Turin, il rejoint l'armée française. Il s'engage pour se battre contre l'armée prussienne et obtint pour ce fait la nationalité française le 12 janvier 1871. Autre point de rencontre dans leur carrière, leur entrée à peu près simultanée au Collège de France et un peu plus tard à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est le 4 février 1874 qu'Hopper, à l'œuvre déjà imposante, fut nommé professeur au Collège de France. Il enseignait dans les locaux déjà depuis plusieurs années, mais il a fait plusieurs tentatives, on l'a déjà vu, pour obtenir une chaire. Par le même décret, Maspero, alors chargé de cours, devenait lui aussi professeur. Mais si Hopper avait 49 ans, ce qui reste jeune lors de son élection, Maspero, lui, en avait 27. Il profitait là d'une faible concurrence, notamment des atermoiements de Brugsch, ayant préféré Göttingen à Paris, mais évidemment aussi sa stature intellectuelle l'imposait déjà face à des savants confirmés. Maspero avait en effet déjà publié des études très remarquées d'après des monuments que lui avait communiqués Auguste Mariette, dont il avait en quelque sorte la bénédiction. Comme le raconte Henri Cordier en introduction de sa bibliographie de Maspero, après la renonciation de Mariette à briguer la chaire laissée vacante par Emmanuel de Rouget au Collège de France, 2 candidats restés en lice, Chabas et Maspero, le premier étant réticent à prendre la fonction. L'Assemblée des professeurs élit Maspero par 21 voix contre 5 bulletins blancs au rang de titulaire. Mais au vu de son âge, le ministère ne le nomme que chargé des cours d'archéologie et de philologie égyptienne en 1873, et il ne devient finalement professeur que par cet arrêté du 4 février 1874, en même temps donc que Hopper, Nourrisson, Guizot et Balbieni. Maspero expliquera alors comment il a conçu son enseignement de professeur au Collège de France, en le répartissant en quelque sorte entre le PHE, où il est resté directeur d'études, et ce Collège de France. Je vous renvoie à ses écrits où il nous dit « Je crus que le mieux serait de réserver pour l'école des hautes études ce qui touchait à l'enseignement des premiers principes et de consacrer tout le temps que le règlement du collège m'accordait à l'étude des documents les plus difficiles ou des questions les plus obscures. Je conservais l'usage des deux séries de leçons parallèles, mais j'y traiterai ou 2 sujets sans rapport aucun l'un avec l'autre, l'interprétation des stèles éthiopiennes à côté de celle du contrat de Siout, ou 2 points différents d'un même sujet, la traduction des mémoires de Sinoué à côté de l'explication des graffitis laissés par les officiers de la 12e dynastie sur les rochers du Val de Hammamat. C'est ainsi que de décembre 1873 à décembre 1880, l'histoire de la 12e dynastie et des temps suivis qui la précèdent ou qui la suivent défila entièrement sous les yeux des assistants. Alors pour ce qui est des cours de Jules Hopper, donc je ne vais pas m'appesantir, puisque Dominique Charpin en a fait une étude totalement détaillée dans son ouvrage. Ce que l'on peut souligner quand même, c'est que la différence d'âge au moment de l'entrée au Collège de France de Maspero et de Hopper
fait que l'égyptologue et l'assyriologue sont en quelque sorte dans une dynamique inverse. S'agissant d'Hopper, l'heure des grandes expéditions et des découvertes majeures sera bientôt passée, et comme Maspero le formule le plus élégamment possible dans sa notice nécrologique, il devient davantage un commentateur et arbitre qu'un producteur de données. Il nous dit qu'il avait usé la première moitié de sa vie à découvrir et à publier ses découvertes. Il employa la seconde à passer au crible les découvertes des autres. La mort qui le respecta si longtemps avait abattu autour de lui tous ses compagnons et tous ses élèves de la première heure, donc ça sera dans les 2 décennies suivantes. Lomperrier et Saulcy disparurent les premiers, puis Lenormand, Norris, Rawlinson, Menand, Schrader. Les assyriologues des générations nouvelles étaient pour lui comme autant de descendants qu'il traitait avec l'indulgence parfois mêlée de sévérité d'un grand-père pour ses petits-enfants. Alors, pour Maspero, sa fantastique carrière d'égyptologue ne fait que commencer. Après avoir œuvré à la naissance de l'école française du Caire, donc ce qui deviendra l'IFAO ensuite, créé par décret de Jules Ferry en 1880, il en devient le premier directeur. Un an après, en 1881, Maspero succède à Mariette à la tête du service des antiquités de l'Égypte et du musée de Boulak. Son activité est prolifique et amène des découvertes majeures. En 1881, les premières versions connues des textes des pyramides sont mises au jour dans les pyramides de Saqqara, et il va s'attacher à offrir rapidement une première publication de ces textes fondamentaux. La même année, la cache de Der el-Bahari livre une quantité phénoménale de momies avec leurs sarcophages et un riche mobilier. Maspero reste en Égypte jusqu'en 1886, date à laquelle il retourne enseigner quelques années au Collège de France et à l'École pratique des études. Face à la dégradation de la situation sur place, où on aspire à retrouver ses qualités de direction et de diplomatie, il retournera au Caire occuper la direction du service d'antiquité de 1899 à 1914, et pendant ce mandat, il aura à gérer la création du nouveau musée égyptien de la place Tahrir en 1902. Mais parmi 1000 autres activités, il pilotera aussi, par exemple, les travaux de Georges Legrain qui amèneront la découverte de la cachette de Karnak. Alors, la deuxième institution dans laquelle se retrouvent Hopper et Maspero, c'est l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ils vont être amenés à s'y fréquenter. Nous allons nous attarder sur les épisodes des élections d'Hopper et de Maspero, notamment l'élection de Maspero, car elle est particulièrement bien documentée, notamment par des échanges épistolaires entre Hopper et Maspero qui ont été évoqués tout à l'heure par Brigitte Lyon et Cécile Michel. Ils sont conservés à l'Institut de France. Bon, c'est d'abord, dans ce cas, Hopper qui entre le premier à l'Académie. Il y est élu le 18 mars 1881 sur le fauteuil d'un égyptologue, et non des moindres, Auguste Mariette, donc le père de l'archéologie égyptienne et mentor de Gaston Maspero. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été évoqué tout à l'heure, ce n'était pas la première tentative, et d'autre part, le vote est assez serré, sur 35 votants, 19 voix pour Hopper, 16 pour Lenormand, la majorité étant à 18. Cela arrivait au terme d'un long processus, et comme lui-même le disait, il aurait pu prétendre à cette accession à l'Académie dès 1863. Et comme le rapporte Bernard Aussoulier, donc souvent évoqué aujourd'hui, auteur de la notice nécrologique d'Hopper dans les Craïbes, Hopper manquait rarement, quand un candidat lui faisait visite, de lui prêcher la patience et de citer son propre exemple. Le dénombrement épique de ces tentatives malheureuses causait à celui-ci plus de troubles qu'il ne lui donnait de courage. Maspero, lui, se présente à l'Académie 2 ans plus tard. L'historien du droit Édouard Laboulé est décédé en mai 1883, laissant un siège vacant qui doit être pourvu à la fin de l'année. Maspero saisit cette opportunité et s'ouvre de ses intentions à son collègue assyriologue, comme en témoigne la réponse que celui-ci lui adresse le 24 juillet 1883 depuis Kissingen, en Bavière. Il lui dit « Je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous soutenir. Je serai heureux d'y contribuer. Si pourtant M. Révillou persiste à se présenter, il me serait difficile de ne pas lui donner une première voix.
au candidat pour lequel j'ai parlé déjà. Je ne sais pas ce qu'il fera et comment il sera conseillé dans cette affaire. M. Rosny a également l'intention de commencer ses candidatures. Je ne crois pas que ses concurrents soient excessivement dangereux. Votre concurrent véritable, c'est notre collègue, M. Paul Meyer, à qui le prix biennal donnera à la fois des chances et suscitera des difficultés. Et dans cette analyse, Hopper verra tout à fait juste. Donc, Hopper rappelle, on le voit à Maspero, qu'il soutient sa candidature. Il évoque la candidature possible de Révillou, qui est un autre égyptologue spécialiste du droit égyptien et des textes démotiques. Il se trouve que Maspero et Révillou nourrissaient une hostilité réciproque depuis que Révillou avait publié en 1872 dans le journal asiatique un article critiquant durement 2 articles de linguistique égyptienne publiés l'année précédente par Maspero. Alors le problème, c'est que Révillou se dira encouragé dans cette démarche par Emmanuel de Rouget, donc le maître de Maspero. En tout cas, la forme n'y était pas, puisque cet article critique est qualifié par Elisabeth David de pamphlet ébouriffant et à peine poli, qui enterra définitivement les bonnes relations entre les 2 égyptologues. Révillou s'était déjà présenté à l'Académie en 1882 sur ce fauteuil laissé vacant par le philologue romaniste François Guessard. Il avait alors été battu par l'indianiste Émile Sénard, donc le 23 juin 1882, par 27 voix contre 8. Comme l'évoque Hopper, donc celui-ci l'avait soutenu et se sent dès lors tenu par ce premier engagement, tout au moins au premier tour de l'élection. À l'approche de l'élection de novembre 1883, Révillou peut nourrir l'espoir de se trouver en position de force. Néanmoins, il va se trouver découragé de le faire par un certain nombre de personnes qui vont présenter la candidature de Maspero comme étant d'intérêt national. Et comme le raconte le hagiographe de Révillou, Charles Baille, il va retirer avec grande classe sa candidature devant la candidature de Maspero. Alors, Baille va évoquer en fait aussi l'animosité qui existe entre Révillou et Hopper d'un côté, Maspero de l'autre. Et on a par cette caractérisation aussi une image que dégageaient les deux personnes. Monsieur Maspero, égyptologue autant qu'artiste et écrivain, donc il évoque la rancune qu'il avait contre Révillou, et il en resta implacable contre lui jusqu'à la fin. Le second de ses opposants était M. Hopper, autrement moins maître de lui que ne l'était M. Maspero. Dans toute discussion, l'âpreté de son tempérament batailleur allait jusqu'à la furie. Et cette description du caractère d'Hopper rejoint celle que Maspero va faire lui-même dans sa nécrologie. Donc je ne peux pas vous lire l'extrait en entier, mais ça rejoint aussi des descriptions qui ont été faites pendant toute cette journée, la difficulté qu'avait Jules Hopper à se contrôler en public, à ne pas laisser échapper l'objection qui lui venait. Et quand le mot vif lui venait à la bouche, il ne résistait pas toujours au plaisir de le laisser partir. Mais revenons à l'élection de Maspero à l'Académie. Elle ne se déroule pas sans quelques péripéties. Et en fait, les résultats tels qu'ils sont publiés peuvent de fait surprendre. Alors, en fait, il se trouve qu'il y a d'abord quelque chose qui est assez attendu, c'est que sur le fauteuil de Laboulé, c'est Paul Meyer qui obtient le maximum de suffrages et Maspero n'obtient qu'une voix. Mais il y avait aussi une seconde élection, puisque l'orientaliste Charles de Frémery était décédé en août 83, laissant donc un siège. Et donc, l'élection se fait entre Gustave Schlumberger et Maspero. Mais Gustave Schlumberger, ce byzantiniste et numismate, s'était présenté uniquement pour prendre date. Le problème, c'est que beaucoup d'académiciens voulaient l'encourager, peut-être un peu trop, et finalement,
il a atteint le même nombre de voix que Maspero. Il s'en est fallu de très peu qu'il soit élu. Lui-même racontera l'embarras qu'il a vécu, puisque s'il s'était trouvé élu, il n'aurait que la solution de démissionner et à se fermer à jamais les portes de l'Académie. Il y entra finalement l'année suivante, en décembre 1884. Ensuite, au deuxième tour, Maspero est élu à 31 suffrages contre 3. Cette péripétie et surtout le score du deuxième tour illustrent à quel point l'entrée de Maspero à l'Académie était conçue par tous comme naturelle, presque trop naturelle, bien qu'il n'ait à cette période que 37 ans. Il deviendra ensuite, tout naturellement aussi, secrétaire perpétuel à l'unanimité en 1914, succédant à l'helléniste Georges Perrault, qui avait été élu en 1904. Alors, en plus du Collège de France et de l'Académie, il faut mentionner aussi qu'il y aurait pu avoir une troisième institution commune à Maspero et Hopper. Il y en a eu effectivement, c'est le PHE, puisque Hopper a été nommé directeur d'études en 1883, mais en fait, il n'enseigna jamais et les cours furent assurés par Amyot. Et on a vu dans la lettre aussi qu'a montré Farah Thomas tout à l'heure que Hopper ne s'illustrait pas forcément en bien dans les assemblées de l'EPHE. Alors, pour terminer, je voudrais insister surtout sur la proximité scientifique qui existe à cette époque entre un égyptologue comme Maspero et un syriologue comme Hopper. Cette proximité est liée à l'intérêt que les deux chercheurs portent à la discipline de l'autre. Jules Hopper, rappelons-le, est l'auteur, parmi beaucoup d'études, d'un mémoire sur les rapports de l'Égypte et de la Syrie, où il analyse l'apport des inscriptions assyriennes nouvellement découvertes en lien avec les connaissances issues des données hiéroglyphiques. Dans l'introduction de cet ouvrage, il pose d'ailleurs la question très large des rapports entre les civilisations égyptiennes et mésopotamiennes et la question de l'antériorité de l'une sur l'autre qui en aurait reçu l'influence. Maspero fera un compte-rendu très détaillé de cet ouvrage dans la revue critique, qui sera republiée dans les études de mythologie. Ce compte-rendu est à la fois très positif, très riche d'analyses égyptologiques novatrices sur les dynasties égyptiennes couchites et saïtes contemporaines des textes assyriens publiés par Hopper. S'agissant de l'intérêt que porte Gaston Maspero lui-même à la syriologie, il n'est que de citer son fameux ouvrage « Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique », dont le premier volume est intitulé « Égypte et Chaldée » pour en être convaincu. Il avait déjà publié des ouvrages de ce type, notamment à destination des écoles, les lectures historiques rédigées conformément au programme du 22 janvier 1890, qui cherche à donner l'impression de ce qu'était la vie chez les Égyptiens au temps de Ramsès II et les Assyriens de celui d'Assurbanipal. C'est paru chez Hachette, souvent réédité sous le titre « Au temps de Ramsès et d'Assurbanipal ». Comme le dit parfaitement Maurice Croiset dans sa nécrologie des Craïbes, Maspero avait senti dès ses débuts qu'il lui était indispensable pour interpréter la vie du peuple égyptien de connaître à fond celle des autres peuples de l'Orient. Il tint donc à s'initier aux recherches relatives à la Syrie, à la Chaldée, à la Perse, à l'Arabie, aux nations de la Syrie et de l'Asie mineure. Il voulut se mettre en état de les contrôler par lui-même, et il y réussit grâce à une étonnante puissance d'assimilation et à une mémoire qui ne laissait rien perdre. C'est de ce labeur qu'est sortie son histoire ancienne des peuples de l'Orient. Pour Maspero, il ne s'agit pas seulement de fournir une vision synoptique des civilisations du Proche-Orient, c'est en quelque sorte déjà une démarche comparatiste qu'il entreprend, comme en témoigne ce bref article lumineux qu'il fait paraître en 1909 dans le Journal des débats, où il expose la conception des statues comme substituts qui seraient communes à l'Égypte et à la Mésopotamie. Les deux grandes civilisations du monde oriental, et vraisemblablement aussi les civilisations secondaires qui dépendaient d'elles, étaient au même niveau. On le remarque jusque dans les affaires religieuses. Certes, les noms ne se ressemblent pas, mais ils comparent les processus à l'œuvre dans l'érection des statues et des sacrifices,
Et il termine, c'est la théorie de la substitution dans toute sa force. Ici-bas, les sujets payent un tribut réel à leur maître, et le maître, à son tour, détache de ce tribut une portion minime qu'il leur rend en guise de traitement. Ici-bas, puis là-bas, leur effigie les remplace. Tant qu'ils respirent et que leur chair subsiste, elle agit comme s'ils auraient agi eux-mêmes, et ensuite, quand ils ne soufflent plus et que leur chair ont péri, comme elle est impérissable, au moins en théorie, elle les prolonge aussi longtemps qu'elle n'a été réduite en poussière. Il serait peu raisonnable de rechercher lesquels ont inventé d'aviver ainsi et de nourrir les statues, les Égyptiens ou les Sumériens. L'idée en est venue si naturellement aux uns et aux autres qu'ils n'ont pas eu besoin de cela communiquer. Donc là, il a une vision globale, en quelque sorte, du fonctionnement religieux de ces deux civilisations, par-delà les différences, en tirant les fonctionnements d'un point de vue presque anthropologique. Cette communauté scientifique d'intérêt entre égyptologues et assyriologues trouve aussi une forme concrète dans une revue dont Maspero va s'occuper de sa création jusqu'en 1916, date de sa mort, c'est-à-dire le recueil des travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptienne et assyrienne, dont 36 fascicules ont paru de 1870 à 1914. Bon, les débuts sont laborieux puisque le deuxième tome ne paraîtra qu'en 1880, 10 ans après le premier. Mais le rythme deviendra relativement régulier ensuite. Cette revue accueille, comme son titre l'indique, aussi bien des articles égyptologiques qu'assyriologiques. Et le volume 2, précisément, publie une contribution de Jules Hopper à côté de contributions de Gaston Maspero. Cet article, intitulé « L'ambre jaune chez les Assyriens », est d'ailleurs l'objet d'une correspondance qui a été conservée à l'Institut. On voit aussi le caractère un peu facétieux, presque taquin, de Jules Hopper, qui s'adresse à Maspero en évoquant le fait que plusieurs personnes m'ont parlé d'un article très intéressant que j'aurais écrit sur l'ambre. Je leur demandais où donc, et ils m'ont répondu dans la revue de M. Maspero. Eh bien, leur ai-je dit, je ne le connais pas encore, mais je vais le lire aussi. En fait, il cherche à réclamer les tirets à part qu'il n'a pas encore reçus et demande à Maspero de lui adresser assez rapidement. Néanmoins, s'agissant de cette revue, à partir du 3e numéro, l'équilibre entre les contributions égyptologiques et les contributions assyriologiques est nettement rompu en faveur des premières. Et pour les secondes, on trouve seulement les contributions de Auguste Horès sur le système métrique assyrien et quelques articles de Joachim Menand. Il en a été question tout à l'heure. Alors, je n'ai pas creusé la question de manière approfondie, mais deux raisons me paraissent expliquer cette situation. D'une part, Jules Hopper a lancé en 1884 avec Le Drin sa propre revue, la revue assyriologique, promise à un bel avenir. Et par ailleurs, Auguste Horès est un féroce contradicteur d'Hopper sur les questions de métrologie. Et on a vu aussi que les relations avec Menand n'étaient pas forcément au beau fixe. Maspero accepte largement les écrits de ses chercheurs dans les recueils de travaux, ce qui a pu en détourner Hopper. La querelle métrologique se fait d'ailleurs entre les deux revues, puisque dans le numéro 9 des recueils de travaux de 1887, Horès répond aux critiques d'Hopper parues dans le numéro 4 du premier volume de la revue d'assyriologie et d'archéologie orientale. Donc, pour conclure, je dirais que les multiples témoignages des parcours croisés de Maspero et d'Hopper, dont j'ai donné un très bref aperçu dans cette communication, éclairent à la fois leur forte personnalité, leur stature exceptionnelle, mais aussi l'évolution de leurs disciplines respectives dans cette époque où elles sont encore en construction. On pourrait peut-être se faire une idée de cette période comme un possible âge d'or où assyriologues et égyptologues construisent en quelque sorte ensemble leur champ scientifique. Et Maspero chercha en tout cas à maintenir cette communauté de vues le plus longtemps possible. Je terminerai d'ailleurs en rappelant que le projet initial de Maspero pour l'Institut français, l'école du Caire, devenu ensuite l'Institut français d'archéologie orientale, était de répartir les membres de l'Institut en 3 sections, une section d'archéologie égyptienne antique, une section consacrée à l'Orient ancien non égyptien, Phénicie, Judée, Arabie méridionale, Mésopotamie, Perse, et aux civilisations musulmanes et langues arabes, persanes et turques, et enfin une 3e section pour des artistes
qui étudierait l'art de l'Orient et assisterait les archéologues par leurs dessins et relevés. Cette ambition d'un Orient total qui étudierait l'école du Caire reste gravée dans le nom toujours actuel de l'Institut français d'archéologie orientale, pourtant centré exclusivement sur l'Égypte. Sur le terrain, déjà, malheureusement, Maspero et ses successeurs furent confrontés aux limites financières et matérielles qui condamnaient l'extension de son projet à l'Orient entier, mais le rêve était là, et sa fréquentation de savants comme Jules Hopper avait certainement nourri ce rêve. Merci beaucoup.